Ne pas aimer socialiser peut être un signe de génie, pas de timidité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes n'aiment tout simplement pas socialiser? Alors que la plupart semblent rechercher des fêtes, des conversations légères et une validation constante, il y a un groupe qui préfère le silence, la réflexion et souvent sa propre compagnie. Et non. Cela ne signifie pas de timidité, d'arrogance ou quoi que ce soit de mal. En fait, la psychologie de la solitude révèle quelque chose de bien plus profond et même surprenant. Ce que peu réalisent, c'est que ce comportement peut être directement lié à la façon dont la personne perçoit le monde. Plus on développe une pensée profonde et un certain niveau de connaissance de soi, plus il devient difficile de se connecter à la vie sociale superficielle. C'est comme essayer de s'intéresser à un sujet qui n'a plus de sens pour toi. Et c'est précisément là que commence le dilemme entre intelligence et isolement. Des philosophes comme Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche discutaient déjà de ce sujet bien avant la psychologie moderne. Dans la philosophie pessimiste et la réflexion sur le génie versus la médiocrité, ils suggéraient que les esprits brillants ont tendance à s'éloigner et non à cause du rejet, mais pour l'incompatibilité. Et tout au long de ce contenu, vous comprendrez exactement pourquoi, plus important encore, comment en tirer parti. Avez-vous déjà remarqué que, bien souvent, les personnes les plus calmes sont précisément celles qui ont la pensée la plus profonde? Eh bien, il existe un dilemme curieux entre intelligence et isolement qui intrigue philosophes et psychologues depuis des siècles. Ce n'est pas seulement votre impression, beaucoup d'esprits brillants semblent préférer leur propre compagnie. Et cela soulève une question inconfortable mais fascinante: plus vous comprenez le monde, moins vous avez envie d'en faire partie? Si l'on regarde cela à travers le prisme d'Arthur Schopenhauer, par exemple, cette relation commence à avoir du sens. Dans la philosophie dite pessimiste, il suggérait déjà que la coexistence sociale est souvent marquée par la superficialité et le bruit. En d'autres termes, ceux qui développent une profonde connaissance de soi finissent par remarquer des choses que la plupart ignorent simplement, et cela peut rendre la vie sociale fatigant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela ne s'arrête pas là. Des penseurs comme Friedrich Nietzsche ont également abordé ce point en explorant l'idée de génie versus médiocrité. Quand quelqu'un commence à voir au-delà de l'évidence, ce qui semblait autrefois intéressant peut devenir superficiel. C'est à ce moment que naît la soi-disant solitude intellectuelle, non pas comme un choix initial, mais presque comme une conséquence naturelle. Et c'est exactement là que notre voyage commence. Quand Arthur Schopenhauer regardait la société, il ne voyait pas vraiment un environnement inspirant. Bien au contraire. Dans sa philosophie pessimiste, il considérait les interactions humaines comme quelque chose de souvent superficiel, guidé par des intérêts superficiels et des vanités. Vous connaissez ce sentiment d'être en groupe, mais de penser que les conversations ne mènent nulle part? C'est exact, il l'a à peu près décrit il y a des siècles. Selon lui, une grande partie de la vie sociale superficielle repose sur la répétition, les mêmes opinions, les mêmes comportements, presque comme un scénario déjà fait. Pour ceux qui développent une pensée profonde, cela commence à sembler trop prévisible. C'est comme regarder le même film encore et encore, il arrive un moment où on connaît toutes les répliques, et on perd son plaisir. Et puis, naturellement, une certaine distance apparaît. Et voici un point important, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question de perception. La psychologie de la solitude explique que lorsqu'une personne commence à chercher plus de sens dans les choses, elle finit par se déconnecter de ce qui est superficiel. Un bon exercice pratique? Observez vos conversations tout au long de la journée. Combien vous font vraiment réfléchir? Cette simple habitude ouvre déjà des portes à une profonde connaissance de soi et prépare le terrain à comprendre pourquoi la distanciation sociale peut être inévitable dans certains cas. Il existe une idée provocante et même un peu inconfortable selon laquelle la solitude intellectuelle n'est pas exactement un choix, mais une conséquence naturelle de ceux qui développent un haut niveau de perception. Plus vous élargissez votre pensée profonde, plus il devient difficile de se connecter à des conversations superficielles. C'est comme si ton filtre interne devenait plus exigeant, tu vois? Et, sans s'en rendre compte, le cercle social commence à se rétrécir. Arthur Schopenhauer lui-même a suggéré que la qualité de l'esprit influence directement la manière dont on traite la compagnie des autres. Dans sa philosophie pessimiste, il soutenait que les personnes ayant une plus grande capacité intellectuelle tendent à rechercher moins de stimuli externes, précisément parce qu'elles trouvent plus de richesse en elles-mêmes. En d'autres termes, le silence devient plus intéressant que le bruit social.
Mais voici un point pratique dont peu de gens parlent, cela ne signifie pas s'isoler complètement. La clé est dans l'équilibre. Si vous remarquez des signes d'intelligence et d'isolement, essayez de diriger votre énergie vers des activités qui nourrissent votre esprit, lire, écrire, réfléchir. Des livres comme Le Monde comme Volonté et Représentation de Schopenhauer peuvent être un excellent point de départ. Ainsi, la solitude n'est plus un fardeau. Et cela devient un outil puissant. Voici maintenant l'une des parties les plus discrètement frustrantes de ce parcours: trouver des personnes qui suivent vraiment votre rythme mental. Quand quelqu'un développe une réflexion profonde et cherche plus que des conversations superficielles, il réalise rapidement que ce type de connexion n'est pas si courant. Et puis il y a cette étrange sensation d'être entouré de gens. Mais, en même temps, complètement seul, un cas classique de solitude intellectuelle. Arthur Schopenhauer a déjà souligné que plus le niveau de conscience d'un individu est élevé, moins il a tendance à être satisfait des interactions courantes. Cela se connecte directement à l'idée de génie contre médiocrité, non pas au sens d'une supériorité arrogante, mais d'incompatibilité d'intérêts. Alors que certains ne cherchent que la distraction, d'autres cherchent un sens, et ce décalage crée un abîme difficile à ignorer. Mais voici une règle pratique: au lieu d'essayer de rentrer dans une pièce, commencez à chercher des niches de profondeur. Cela peut être un club de lecture, des forums plus réfléchis, ou même un contenu plus dense. Lire des auteurs comme Friedrich Nietzsche, par exemple, et discuter de leurs idées avec ceux qui apprécient aussi ce type de réflexion, change déjà complètement la donne. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de contacts. Il s'agit d'avoir des liens qui ont vraiment du sens. À un moment donné, ceux qui développent une pensée profonde commencent à remarquer quelque chose de curieux: beaucoup d'interactions sociales ressemblent à des jeux de rôle. Comme si chaque personne utilisait une version éditée d'elle-même pour s'intégrer. Cette idée de la société comme un théâtre de masques explique en grande partie la vie sociale superficielle que tant de gens ressentent mais ne peuvent nommer. Et, honnêtement, après avoir vu ça, il est difficile de ne pas voir. Arthur Schopenhauer considérait ce comportement comme faisant partie du jeu humain: l'ego, l'apparence et la validation sociale. Dans sa philosophie pessimiste, les relations ne concernent souvent pas une connexion authentique, mais un statut de base, d'approbation et de commodité. Pour ceux qui cherchent une connaissance profonde de soi, cela peut générer un certain malaise. Après tout, parler sans authenticité est épuisant, et beaucoup. Voici maintenant un exercice simple mais puissant: remarquez combien de fois les gens disent ce qu'ils pensent vraiment. Et combien de fois ils disent ce qu'ils espèrent être bien acceptés. Cette prise de conscience marque un tournant dans la psychologie de la solitude. Et il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de comprendre comment il fonctionne. Parce que quand tu commences à voir les masques, l'étape suivante est de comprendre pourquoi ils existent, et cela nous pousse encore plus loin. Pour mieux comprendre cette distanciation, il faut entrer dans l'un des concepts centraux d'Arthur Schopenhauer, la soi-disant volonté. Dans sa philosophie pessimiste, il décrit la volonté comme une force aveugle et irrationnelle qui nous motive tout désir, ambition, impulsion. Tout cela naît de là. Le problème ? Cette force n'est jamais complètement satisfaite, ce qui crée un cycle constant de recherche et de frustration. Maintenant, cela relie cela à la société. Une grande partie de la vie sociale superficielle tourne précisément autour de cette volonté. Statut, reconnaissance, validation. Tout alimente ce mécanisme invisible. Pour ceux qui développent une profonde connaissance de soi, il devient évident que de nombreuses interactions ne sont pas authentiques, mais plutôt motivées par l'ego et le besoin d'approbation. Et, soyons honnêtes, quand on s'en rend compte, le charme social perd un peu de son éclat. Voici un point pratique intéressant: observe tes propres désirs. Demandez-vous: cela vient-il de moi ou des attentes des autres ? Ce type de réflexion renforce le détachement émotionnel et vous aide à sortir du pilote automatique. Cela ne signifie pas abandonner la société, mais comprendre ses règles invisibles. Et quand tu commences à voir ces engrenages, le défi suivant vient presque naturellement: gérer le conflit entre profondeur et superficialité. C'est là que le dilemme devient le plus évident au quotidien. D'un côté, il y a des gens cherchant une distraction, un divertissement rapide et des conversations légères. En revanche, ceux qui plongent dans la réflexion profonde veulent comprendre la vie, remettre en question les schémas et aller au-delà de l'évidence. Ce choc entre les mondes crée un malaise silencieux typique de ceux qui vivent à la frontière entre intelligence et isolement. Friedrich Nietzsche a répondu à cela en critiquant la culture du conformisme, où la majorité préfère le confort à la vérité.
L'idée de génie contre médiocrité apparaît précisément ici non pas comme un jugement moral, mais comme une différence de priorité. Alors que certains évitent l'inconfort de penser, d'autres ne peuvent y échapper. Et cela, inévitablement, les repousse. Mais voici un conseil simple: vous n'êtes pas obligé de choisir un camp extrême. Il est possible de naviguer entre les deux mondes avec conscience. Engagez-vous dans des interactions légères quand vous voulez vous détendre, mais gardez des moments de profondeur pour vous. Cet équilibre réduit le poids de la psychologie de la solitude et empêche l'isolement total. Parce qu'au final, le défi n'est pas d'échapper à la superficialité. C'est de ne pas s'y perdre. Quand on regarde l'histoire, ce schéma d'intelligence et d'isolement devient encore plus évident. Ce n'est pas qu'une question de théorie, plusieurs esprits brillants ont vécu exactement à cette distance. Pensez à Nikola Tesla, par exemple. Un génie visionnaire, plein d'idées révolutionnaires, mais qui a passé une grande partie de sa vie isolé, immergé dans son propre monde mental. Un autre cas classique est celui d'Isaac Newton. Pendant des périodes d'isolement, surtout à l'époque de la peste, il développa certaines des idées les plus importantes de la science moderne. Cela montre comment la solitude intellectuelle, bien que difficile, peut être un terrain fertile pour les découvertes. C'est comme si le silence extérieur amplifiait le dialogue intérieur et de puissantes intuitions en naissant. Et on ne peut oublier Emily Dickinson, qui a vécu une grande partie de sa vie recluse, mais qui a produit une œuvre profondément sensible et intemporelle. Ces exemples renforcent quelque chose d'important: la psychologie de la solitude n'est pas seulement la souffrance, elle peut aussi être la création, l'expression et la transformation. Et quand tu commences à réaliser que une nouvelle question se pose: quel est, après tout, le prix émotionnel de ce choix? Mais ce n'est pas que des idées et du génie. Il y a un petit côté romancé de la solitude intellectuelle qu'il faut affronter de front. Lorsque la distanciation sociale s'intensifie, des sentiments d'anxiété, de vide, voire une certaine aliénation peuvent surgir. La psychologie de la solitude montre que les êtres humains, aussi réfléchis soient-ils, portent toujours un besoin fondamental de connexion et ignorer cela a son prix. Arthur Schopenhauer reconnaissait déjà ce paradoxe dans sa philosophie pessimiste: plus on développe de conscience, plus on perçoit les défauts du monde. Mais il en ressent aussi davantage le poids. C'est comme en voir trop et ne pas pouvoir simplement éteindre. Cet excès de lucidité peut générer une fatigue émotionnelle silencieuse, difficile à expliquer à ceux qui vivent dans la légèreté d'une vie sociale superficielle. Voici un point essentiel: ressentir cela n'est pas une faiblesse, c'est un signe de perception. Mais il faut que ce soit équilibré. Créer de petites routines de connexion, même si elles sont sélectives, aide beaucoup. Une conversation sincère, un groupe avec des centres d'intérêt communs ou même écrire vos pensées soulage déjà ce fardeau. Parce qu'au final, le but n'est pas d'éviter la solitude. Il ne s'agit pas de se laisser complètement engloutir. Et c'est précisément là qu'un nouvel éclairage émerge. Voici maintenant le tournant que beaucoup mettent longtemps à réaliser: la solitude intellectuelle n'est pas seulement un fardeau, elle peut aussi être l'un des environnements les plus fertiles pour la création. Quand on s'éloigne du bruit de la vie sociale superficielle, on laisse de la place à la réflexion profonde pour s'épanouir. C'est dans le silence que les idées prennent forme, que des connexions émergent et que l'esprit respire enfin sans interruption. Arthur Schopenhauer a déjà soutenu que la capacité à être en bonne santé seule est l'un des plus grands indicateurs de la richesse intérieure. Dans sa philosophie pessimiste, il voyait l'isolement non pas comme une échappatoire, mais comme une protection contre la banalité. Et cela a beaucoup de sens quand on ne dépend pas constamment des stimuli externes, on commence à développer une connaissance profonde de soi que peu de gens atteignent. Voulez-vous appliquer cela en pratique? Commencez par créer des moments intentionnels de solitude. Cela peut être 30 minutes par jour sans téléphone portable, sans lire quelque chose de plus dense ou simplement réfléchir. L'écriture est aussi un outil puissant: organisez vos pensées, questionnez vos idées. Avec le temps, on réalise que la psychologie de la solitude n'est plus un fardeau. Et cela devient un véritable laboratoire de croissance personnelle. Et puis un nouveau dilemme, encore plus intéressant, surgit. C'est ici que tout s'entrelace: aussi profonde que soit la solitude intellectuelle, autant l'être humain n'a pas été fait pour vivre complètement isolé. Il y a un besoin presque instinctif de connexion, d'échange, d'appartenance. Et c'est précisément là que naît le conflit: comment équilibrer intelligence et isolement sans tomber dans des extrêmes qui étouffent ou dégonflent.
Friedrich Nietzsche a abordé ce dilemme en montrant que l'individu qui cherche à devenir ce qu'il est réellement doit souvent prendre ses distances avec la foule. Mais cette distanciation n'élimine pas le besoin de lien, elle rend ce besoin encore plus sélectif. Dans la dynamique du génie contre la médiocrité, la question n'est plus combien de personnes mais quelles personnes comptent vraiment. Un chemin pratique ici est de cultiver des liens intentionnels. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis, vous avez besoin des bons. Des gens avec qui on peut avoir de vraies conversations, sans masque, sans superficialité. Cela équilibre la psychologie de la solitude et empêche l'isolement émotionnel. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de choisir entre être seul ou accompagné. Mais construire un espace où les deux ont du sens. Et cela nous amène à la dernière étape de ce parcours. Après tout cela, peut-être que la réponse ne réside pas dans le choix entre s'isoler ou se perdre dans la foule. Mais en apprenant à naviguer entre les deux mondes avec conscience. C'est là que le détachement émotionnel entre en jeu comme un outil central. Non pas au sens de la froideur, mais de la liberté, la capacité de participer à la société sans en dépendre pour se sentir complet. Arthur Schopenhauer a déjà souligné que moins on dépend des autres pour être validé, plus on gagne d'autonomie. Et lorsque nous combinons cela avec des idées stoïciennes, comme celle de Marc Aurèle, un chemin pratique émerge: vivre dans le monde sans s'y laisser absorber. Cela réduit l'impact de la vie sociale superficielle et renforce une connaissance profonde de soi. En pratique, cela signifie savoir quand se connecter et quand se retirer. Participer aux interactions, mais sans perdre votre essence. Chercher la profondeur, mais sans rejeter complètement la lumière. Cet équilibre dissout le conflit entre intelligence et isolement et transforme la psychologie de la solitude en quelque chose de plus sain. Parce qu'au final, le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir à choisir les extrêmes. Mais savoir comment naviguer entre eux. Maintenant, dis-moi. Après tout cela, la solitude semble-t-elle toujours un problème ou cela commence-t-il à avoir plus de sens? Tout au long de ce parcours, vous avez vu comment la psychologie de la solitude se relie à l'intelligence et à l'isolement, au développement d'une pensée profonde et à la recherche d'une connaissance de soi profonde. Mais la grande question qui reste est: que comptez-vous faire de cette perception à partir de maintenant? Vous êtes-vous forcé à vous intégrer dans des environnements de vie sociale superficielle juste pour ne pas paraître différent? Ou peut-être que vous vous isolez au-delà de ce que vous devez faire, sans profiter du meilleur que la bonne connexion peut offrir? Rappelez-vous l'équilibre, celui suggéré par des penseurs comme Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche n'est pas dans les extrêmes, mais dans la conscience de vos choix. Maintenant, c'est à toi de voir. Que dirais-tu de commencer aujourd'hui? Prenez du temps pour vous, observez vos interactions, affinez vos liens. Et si ce contenu vous a fait découvrir quelque chose de nouveau, alors vous avez déjà franchi le premier pas. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications car ce type de réflexion peut vraiment changer votre façon de vivre et de vous connecter au monde.